Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle émission Fan du crédit. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Christophe Jousse. Bonjour Christophe. Bonjour Bruno. Alors, je vais te donner la parole pour te présenter un peu, mais directeur commercial de l'offre et de la solution Smartbox. Tout à fait. Je pense que les gens te connaissent, enfin connaissent le nom de la marque. Oui. Voire peut-être même te connaissent. Alors, pourquoi ce sujet ? Parce que ça fait des années et des années que je suis dans ce métier et à chaque fois, la notion de récompense, qu'elle soit surtout vers l'extérieur pour les apporteurs d'affaires, les prescripteurs, ça c'est une première chose qui est assez compliquée à gérer, même si on donne les explications, mais tu vas les rappeler. Et puis la deuxième chose, c'est aussi des évolutions assez nettes ces dernières années sur la récompense des salariés que l'État a voulu aussi un peu réglementer pour éviter les abus par rapport à un certain nombre de choses. Donc on va y passer un peu moins de temps que sur l'externe, mais on fera quelques rappels qui sont importants. Je crois qu'il y a des choses quand même assez simples à se remémorer. Donc, le cadeau d'entreprise au sens large, c'est la thématique de cette table ronde, enfin de cette interview, pardon, décidément, c'est pas la forme. Parle-nous un petit peu de toi et de Smartbox déjà pour commencer. Alors déjà donc moi je suis effectivement comme tu l'as dit directeur commercial chez Smartbox à destination des entreprises. Donc sur la cible B2B, donc c'est une business unique qui est Smartbox Business Solutions. On est un petit peu à part. Donc moi ça fait aujourd'hui près de 15 ans que je suis sur les incentives de manière générale, puisque j'ai bossé chez d'autres acteurs auparavant et on s'est connus là-bas. Et donc j'ai intégré Smartbox il y a 4 ans pour justement développer cette partie business solutions et cadeau, comme tu dis, d'entreprise, cadeau d'affaires au sens large. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas encore Smartbox, même si la marque est maintenant présente depuis une bonne vingtaine d'années. Donc nous on est distributeur, si on peut dire, d'expériences à vivre. On aime bien dire qu'on est là pour offrir des émotions aux gens et on les a marketées, packagées justement sous forme de coffrets cadeaux. Donc on est un peu l'intermédiaire entre plein de petits acteurs locaux à travers la France, petits ou grands, et des bénéficiaires qui souhaitent vivre des expériences. Donc on est sur des univers de gastronomique, aventure, pilotage, à sensations fortes, mais également cocooning, donc avec tout ce qu'on a sur le bien-être, le massage, de la thalasso, un hôtel, etc. Donc on fait de cette mise en relation et aujourd'hui on travaille avec à peu près 15 000 partenaires en France. D'accord. Alors, coffret cadeau, on va juste simplifier. C'est exclusivement ou quasi exclusivement du coffret cadeau ou on a aussi des solutions complémentaires ou des nouveautés On a des solutions complémentaires. On commence à se diriger petit à petit, notamment sur notre partie séjour, sur de la réservation en direct auprès de nos hôteliers. On a été le premier à faire ça, c'est-à-dire le premier acteur du coffret cadeau à permettre justement à nos bénéficiaires de s'enregistrer auprès de 95%, plus de 95% maintenant de nos partenaires hôteliers directement depuis le site Smartbox. Donc, et aujourd'hui, on est en train de se diriger de plus en plus justement par cette réservation en direct et non plus par le fait d'enregistrer une box sur le site pour ensuite s'enregistrer. Donc, on commence à évoluer de ce point de vue-là. Avec une gamme de prix assez large, pour avoir en tête. Tout à fait. Puisque on est, par la voie de conséquence, aussi poussé par une concurrence et puis des demandes de la part des clients. Et puis il en faut pour tous les goûts. Exactement. Et toutes les bourses. Et tous les budgets. Donc on commence assez bas, je crois. On le commence en général sur une vingtaine d'euros. Le premier point prix qu'on a, c'est une trentaine d'euros. Et puis on peut monter très haut parce qu'on a aujourd'hui des expériences insolites. Oui, c'est ça. Donc qui peuvent aller à plusieurs milliers d'euros. Donc ça peut tout y est en fait pour être nous ce qu'on aime se définir aujourd'hui comme étant le compagnon du temps libre de tous les bénéficiaires qui veulent justement renouer avec les sorties, les émotions, l'expérience à vivre. Eh bien, écoute, c'est une bonne entrée en matière. On va directement filer sur le sujet avec déjà peut-être une première chose. J'avais dit qu'on en parlerait à peut-être un peu moins, mais on va tout de suite écarter ce sujet.
Distinction entre le cadeau qui est fait au titre de l'entreprise vers des externes et la distinction faite auprès des salariés là-dessus. Distinction, il y a. Ce principe est relativement simple parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on retrouve, que ce soit la loi de financement de la sécurité sociale ou même sur le site de l'URSSAF, c'est assez bien détaillé. Tout ce qui est donné directement à des salariés, même si ce n'est pas sous forme monétaire, donc on va dire bonus ou salaire, c'est quand même considéré comme un avantage en nature, donc ça rentre directement sur la fiche de paie. Donc quand il y a un lien de contrat entre employeur-employé, tout ce que vous pouvez donner, quelle que soit la forme, sera de l'avantage en nature et devra apparaître sur la fiche de paie. On fait peut-être une petite distinction, sans rentrer dans le grand détail, mais selon que c'est distribué par l'employeur ou selon que c'est distribué par un organisme social paritaire, genre CSE, etc. Et notamment avec certaines particularités, c'est-à-dire des événements liés à la famille qui sont définis par la loi. On pense à Noël, à la fête des pères, fête des mères, etc. Tout à fait. C'est ça ? Tout à fait. Vous avez cette distinction-là, donc ce qu'on appelle les événements URSSAF. Et donc, en fait, pour être exempté de cotisations et de charges sociales, l'entreprise, enfin le CSE ou l'employeur, quand il n'y a pas de CSE, peut effectivement verser jusqu'à 5% du montant du SMIC, c'est-à-dire à peu près 196 € aujourd'hui en 2025. Donc peut verser 196 € à ses collaborateurs sans avoir rien à payer. Donc, et après, mais cela doit être régi par un certain nombre d'événements. Donc vous en avez 11 en tout, si je me souviens bien. Donc Noël des enfants, salariés, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, fête des pères, fête des mères, mariage, Pax, naissance, retraite, etc. Et donc vous pouvez cumuler plusieurs événements pour dépasser ces 196, mais il faut qu'il par événement, ce soit 196. Et il faut que ce soit justifié, bien entendu. D'accord. Cette part salariale étant non pas gérée, mais abordée, on va plutôt s'intéresser dans notre métier d'intermédiaire bancaire sur les notions d'incentive commercial. Et puis, on rejoindra vraiment ton cœur d'activité, c'est justement ce business solution qui est là pour accompagner ces actions. Alors, on a, je suis pas aussi fort que toi là-dessus, mais on a forcément une circulaire qui avait fait un peu référence. C'est 2006, je crois. Alors, c'est de l'URSSAF qui précisait justement la nature, les montants, dans tous les cas. C'est même un petit peu plus tard. C'est donc la loi de financement de sécurité sociale de 2011. Qui effectivement précisait la fiscalité de l'incentive et donc la possibilité de travailler donc en incentive externe par effectivement opposition à l'incentive interne dont on a parlé juste avant, et donc de pouvoir aller incentiver des salariés d'entreprises distributrices. Externe, c'est ça. Externe. La terminologie exacte, dis-moi, je reprends moi, c'est récompense de personnel externe à l'entreprise. Exactement, exactement. Et donc ça, c'est une circulaire qui est aujourd'hui disponible et que vous pouvez télécharger tous là-dessus, qui précise que déjà des seuils d'exonération. Concernant et la récurrence, parce qu'il y a la notion de cumul aussi des cadeaux sur une même personne ou une même entité. Et la deuxième chose, il y a aussi derrière les plafonds avec différents paliers qui sont définis. Tu les as un peu en tête, on peut les rappeler rapidement, même s'il y a des ajustements. Puis normalement, c'est révisé à chaque loi de finances. Tout à fait. Alors là, on va attendre 2026, vraisemblablement. Enfin, je sais pas, aujourd'hui, les nouveaux, ça a été voté ou pas ? Tout est indexé. Je ne pense pas, mais vu où ils en sont, ça m'étonnerait. Mais effectivement, tout ça, ces montants-là sont indexés par rapport au SMIC. Donc le SMIC bouge, le pourcentage d'indexation par rapport au SMIC ne bouge pas. Donc vous avez déjà deux catégories, ce qu'on appelle donc l'incentive externe, donc annuel ou par opération. Donc l'un
a des avantages que l'autre n'a pas. L'annuel, ça vous simplifie un peu la vie parce que vous avez une seule opération, une seule ligne. Par opération, ça veut dire qu'il faut aller définir 4 opérations maximum dans l'année et puis faire 4 lignes et refaire le calcul à chaque fois. Donc, la charge administrative est un peu plus élevée. Et du coup, les plafonds sont un peu différents parce que quand vous faites par opération, vous avez la possibilité de donner un petit peu plus en cumul d'opérations que l'annuel sur une année. D'accord. Donc plus de charges administratives, mais on peut donner un petit peu plus. Si on veut parler paliers aujourd'hui, donc vous avez 3 paliers. Donc c'est ce qu'on appelle en gros la contribution forfaitaire libératoire. Quand vous avez une opération annuelle et que vous versez moins de 15% du SMIC à votre bénéficiaire ou à la tierce personne que vous incentivez, donc vous n'avez rien à payer. Quand vous passez ces 15% du SMIC et que vous montez jusqu'à 150% du SMIC, là vous avez la contribution forfaitaire libératoire à payer qui est de l'ordre de 20%, oui. Uniquement sur le montant compris entre 15% et 150%. D'accord, ça c'est important à préciser. Oui, c'est parce la que c'est pas la totalité. Exactement. Voilà, exactement. Donc ça fait un petit gain, donc en fait ça fait un peu moins de 20% au final. Et par contre, quand on rentre au-delà, sur le dernier palier, au-delà des 150% du SMIC, là on retombe dans le régime de droit commun. Et donc là, vous avez tout à payer, donc CSG, CRDS, etc. Et donc vous rentrez, je crois que c'est entre 30 et 35% de cotisation à payer. Okay. Et ensuite, plus CSG, CRDS, comme tu disais. Donc aujourd'hui, grosso modo, 56%, 57% à peu près. Oui, alors je suis pas extrêmement calé là-dessus, mais je crois qu'on est à 21 et quelques. Enfin, sauf que récemment, ça a été voté au-delà, mais une fois encore, ça fait partie d'un ensemble qui est pas finalisé à l'heure où on se parle. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et ensuite, vous avez le régime par opération. Et là, vous avez les paliers qui changent un petit peu. Si je vous dis pas de bêtises et de tête, c'est en dessous de 70% du SMIC. Sur les opérations et au-dessus de 70% pour la contribution forfaitaire libératoire. Et je crois que vous tombez sur le régime de droit commun à 120%. Ça, tout de suite, je crois qu'il n'y a pas de... C'est ça, c'est assez rare. Ok, alors, extérieur à l'entreprise, ça veut dire qu'en fait, c'est pas l'entreprise donatrice qui transfère le cadeau vers qui est également employeur de l'autre entité. On a souvent aussi ce sujet qui est un peu particulier, c'est que on a le même actionnaire de référence, voire même le même dirigeant, mais ce sont 2 entités avec des droits du travail différents. C'est quoi qui définit? C'est la notion, est-ce que si tu as un groupement, une unité économique, sociale, tu rentres là-dedans? Ou est-ce que, alors c'est peut-être un piège, je suis désolé d'avance, mais... ou alors c'est vraiment, en fait, on tient compte de l'employeur lui-même. Pour moi, c'est ça, c'est cette notion qui... Pour moi aussi, c'est ça. Et je regardais effectivement, je relisais quelques articles sur le sujet. Et effectivement, il faut qu'il y ait une relation employeur-employé pour justement qu'on rentre dans cette histoire d'avantage en nature. D'accord. Sinon, si vous n'avez pas ce lien, en fait, à ce moment-là, vous êtes plutôt sur de l'externe. Alors, ça se joue peut-être après sur... j'en sais rien, moi, de l'actionnariat à 50%, 51%. Mais là, à mon avis, quand on rentre dans ce détail-là, un spécialiste... est nécessaire. Voilà, est nécessaire. Alors, je reviens sur ce que tu évoquais avec les paliers, la notion d'incentive commercial. Dis-moi si je suis encore à la page, et par rapport à ça, n'hésite pas à me corriger, mais j'avais en tête que ces paliers n'étaient applicables que dès lors que l'entreprise ou le salarié de l'entreprise externe était quand même, à un moment ou à un autre, lié dans l'activité, c'est-à-dire qu'ils sont habituellement positionnés comme prescripteurs, comme apporteurs, comme générateurs d'affaires, mais que par contre... Je vais grossir, je vais prendre un exemple. Je suis courtier en crédit, j'ai un épicier que je veux rémunérer. Là, pour le coup, les seuils ne s'appliquaient pas. Alors, c'est ça. Il y a effectivement l'apport d'affaires ne rentre pas dans le cadre de la contribution forfaitaire libératoire. Pour autant, il ne faut pas que la personne qui est apporteur d'affaires, donc occasionnel, en fasse son métier. C'est ça. Donc là, effectivement, il faut revoir le lien contractuel. On n'est plus dans l'incentive, on est dans la relation d'indication d'affaires. Exactement. Avec, là, pour le coup... L'apport d'affaires, c'est du parrainage.
en quelque sorte. Donc, dans le parrainage, on est vraiment sur de l'occasionnel. À partir du moment où vous faites plus de parrainage, mais que vous en faites votre métier, vous êtes intermédiaire, et donc à ce moment-là, il y a forcément un contrat qui doit être lié de distribution. Et à ce moment-là, un contrat qui se fait sur une personne morale ou une personne physique, ce qui va définir derrière, effectivement, la fiscalité. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la fiscalité ou du régime social entre quelqu'un qui ferait effectivement la notion de récurrence ou quelqu'un qui ferait d'un seul coup une grosse rémunération? Alors oui, il y a les paliers, mais est-ce que je fais une fois 10 000 ou je fais 10 fois 1000? Tu m'évoquais la notion de récurrence, c'est pas la même chose au regard en tout cas de la fiscalité. C'est pas la même chose au regard de la fiscalité. Après, c'est quelque chose qui est pas encore très clairement réglementé, encadré, donc cette histoire d'apport d'affaires. Donc, il y a toujours aussi une notion d'intelligence dans la rémunération de l'apport d'affaires. C'est-à-dire que, effectivement, tu me dis, tu donnes 10 000 euros à quelqu'un qui t'a rapporté une affaire qui en vaut 50 000. Oui. Voilà, il faut rester cohérent. C'est un petit peu comme le cadeau d'affaires. Il faut que le montant reste raisonnable. Tu vois, on parle du cadeau d'affaires avec notamment les 73 euros TTC pour récupérer la TVA. Voilà, la loi ne dit pas grand-chose de plus. Mais par contre, il faut rester cohérent entre le cadeau et ce pourquoi on le donne, parce que sinon, ça peut vite déraper. Oui, et puis là aussi, la notion de récurrence est souvent regardée de près. Alors, je refais juste une parenthèse sur ces 73 euros, parce que c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas en préparant cette interview. Et effectivement, j'ai vu que ces 73 euros TTC, c'est en fait le seuil potentiellement révisable, mais en tout cas, c'est actuellement le seuil qui est toléré pour qu'il n'y ait pas de TVA payé sur le cadeau fait dans le cadre d'une récompense d'affaires. Et là, on n'est plus sur le particulier qu'on récompense, on est sur le professionnel. C'est ça ? Exactement. Ouais. Exactement. Et oui, ce n'est pas comme on pourrait le croire, le seuil maximal pour donner un cadeau, c'est juste le seuil maximal pour récupérer la TVA. On peut donner au-dessus, mais par contre, il n'y a pas de récupération de TVA. Exactement. Ça, c'est important à savoir. Exactement. Alors, en ce qui concerne justement ces opérations d'initiative, etc., là, ça dépend de ton cadre, c'est du droit social, mais je profite de cette interview pour aussi rappeler que si vous organisez des challenges, des règles de parrainage ou des règles de recommandation avec un salarié d'une entreprise externe, sachez que vous avez potentiellement ces histoires de contributions forfaitaires qui vont s'appliquer. Par contre, il faut vous assurer aussi d'avoir l'accord de l'employeur de la personne qui est bénéficiaire de vos dons, tout simplement parce qu'il y a des professions dont la déontologie ou l'organisation professionnelle empêche et prive d'une exploitation à titre personnel. Je pense à des professions médicales, je pense à des professions réglementées, etc. Et là, pour le coup, ça peut même être un motif de faute lourde qui soit dispensé de toute indemnisation pour la personne que vous récompensez là-dessus. Donc, prenez bien soin. Après, on peut avoir des cas de figure où le chef d'entreprise de l'autre entreprise du personnel dit moi, je veux pas m'en occuper, vous gérez ça directement. C'est vous qui supporterez les prélèvements sociaux. Mais sachez que si vous respectez pas ça, c'est lui-même, le chef d'entreprise, qui va se retrouver rattrapé par l'URSSAF et qui va se voir appliquer dans le cadre de la déclaration. Puisque ces cadeaux sont censés aussi être déclarés dans une annexe fiscale annuelle. Alors moi, je suis un vieux, c'était des DAS2, maintenant ça s'appelle DUER ou je suis pas bon avec les non, pas DUER, c'est etc. Mais enfin, c'est une annexe qui est annuelle et qui rappelle l'ensemble des éléments. Oui, et effectivement, ce qui est précisé aussi, c'est que normalement, tout bénéficiaire qui reçoit est censé le déclarer. Donc, l'employeur, et dans tous les cas, l'employeur, rien que pour la relation commerciale ou contractuelle que vous allez avoir avec lui, puisque vous allez incentiver un de ses employés,
c'est toujours bon et c'est un peu logique de le mettre dans la boucle si vous voulez que ça se passe bien et si lui aussi peut justement faire en sorte que ça serve les intérêts de tout le monde. Donc c'est important, effectivement, c'est un point très important. Et j'attire là aussi l'attention parce que c'est souvent une source de confusion entre ce sujet fiscal social et le sujet fiscal des déclarations d'impôts des receveurs de ces dons. L'État tolère une marge et donc on est sur une tolérance de l'ordre qui est révisée chaque année. Je crois que on est aux alentours de 256 ou 300 euros, quelque chose comme ça, qui ne serait pas affecté à la déclaration de revenus. Donc on va dire qu'on ferme les yeux un peu là-dessus. Par contre, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a évoqué sur les paliers de réception, notamment en termes de charges sociales. Ça c'est le donateur. À la charge du bénéficiaire, effectivement, mais sinon, pour la personne, le tiers financeur, comme on dit, n'est pas impacté. Exactement. Alors, directement ou pas directement, ça c'est une chose. Qu'est-ce qui se passe, justement, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe si la personne devient un apporteur d'affaires régulier, concrètement ? Eh ben à ce moment-là, si la personne devient un apporteur d'affaires régulier, c'est-à-dire que la personne va normalement créer une personne morale. Bien sûr. Parce que s'il en fait son métier, il faut bien qu'il s'enregistre. Ou alors, s'ils ne font pas, ça reste quand même un incentive à personne physique. Et malgré tout, sur la récurrence, de mon avis, n'étant pas expert juridique sur le sujet, parce qu'on est vraiment sur du cas particulier, là, on va re-rentrer dans la contribution forfaitaire libératoire à un moment ou à un autre. Ou alors, si la personne est une personne morale, on va... là, il n'y aura pas d'incidence fiscale pour le donateur, mais c'est la personne qui reçoit qui devra effectivement rentrer ça en bénéfice de son activité. En revenu, de son activité. Bien sûr. Et donc, avec, selon le régime, il faut savoir que l'URSSAF est susceptible de vous inscrire automatiquement comme apporteur professionnel, et donc elle peut décider, elle verra si vous répondez ou vous répondez pas, vous en tant que bénéficiaire de ces récompenses, si vous ne répondez ou vous ne répondez pas, mais si jamais elle juge qu'il y a de l'abus, elle peut effectivement fixer arbitrairement là-dessus et elle voit avec le registre du commerce pour vous infecter une activité professionnelle qui vous intéressera dans tous les cas. On a parlé des salariés, je fais juste une parenthèse, mais je ne sais pas si toi, tu as ce sujet-là aussi. On peut avoir aussi tout simplement une personne morale en face de soi, qu'elle soit d'ailleurs personne physique, une auto-entreprise ou une profession libérale ou un truc comme ça. Et là, dans ce cas-là, on n'est plus dans le même régime. Si dans l'activité de la personne morale, il y a ça. Celui qui donne les cadeaux, les récompenses, lui, il a juste l'obligation de déclarer. Voilà. Il a juste l'obligation de déclarer si je dis pas de bêtises. Et de souvenir, on doit être dans le régime des cadeaux d'entreprise généraux ou de sponsoring, c'est-à-dire globalement, sauf si jamais c'est sur une seule personne, c'est à peu près 5% du chiffre d'affaires qui rentre dans cette marge. On est dans une sorte de grande cagnotte qui travaille sur le sponsoring, sur... Alors moi, j'avais pas ça en tête, mais mes données sont peut-être plus à jour. Pour moi, j'avais tout ce qui est... quand on donne plus de 1200 €, ça a peut-être été révisé du coup, mais j'ai pas regardé si effectivement ça a été révisé ou pas ce montant-là, mais en gros, à partir de 1200 € donnés à une entreprise, une entité personne morale, on doit le déclarer, l'indiquer au fisc, sans avoir rien à payer, puisque de toute façon, c'est la personne morale qui reçoit... Qui collecte et qui va déclarer sa TVA. Et voilà, tout à fait, exactement. Parce que ça rentre dans son chiffre d'affaires. C'est ça. Non, mais tu as raison aussi là-dessus. C'est juste souvent un habillage qui est réalisé pour que l'opération passe dans le cadre d'une enveloppe globale qui est tolérée, entre guillemets, de sponsoring ou d'accompagnement. Là encore, on est beaucoup sur du bon sens. Et voilà, ne pas jouer avec le feu, c'est toujours quelque chose d'assez important.
Alors, on est bien en face que s'agissant de cela, on est sur toute forme de récompense. Alors toi, avec Smartbox, c'est du coffret cadeau. On a la nouveauté, enfin les autres axes que vous développez. Mais je pense qu'on doit aussi se permettre de rappeler que c'est toute forme de récompense. Toute forme de récompense. Toute forme de récompense, et pour moi, je viens sur un point important, qui n'est pas de l'argent, c'est-à-dire qui n'est pas un virement. C'est une récompense, ce n'est pas un salaire. Donc, si vous faites un virement, vous sortez complètement de ce cadre-là, et à ce moment-là, on est uniquement sur du régime de droit commun. Donc, par contre, si vous êtes sur de la récompense, toute forme qu'elle soit, on rentre dans le cadre qu'on a cité auparavant. D'accord, ça c'est très important, parce que souvent les gens pensent que c'est toute nature. Oui, c'est toute nature, mais le régime fiscal qui s'applique à ces différents supports ou cette forme de récompense va varier, et l'impact va varier également là-dessus. Le métier d'intermédiaire aujourd'hui... de ton expérience, là, pour le coup, c'est le directeur commercial à qui je fais appel. Quand tu as ce genre d'actions qui sont réfléchies par des professionnels, et on va forcément plutôt parler des professionnels de l'intermédiation bancaire, comment ça se passe? Vous les accompagnez chez Smartbox avec des histoires, si je fais des challenges, etc. Vous avez des possibilités de mettre des modèles de règlement. Vous conseillez les gens ont la possibilité de vous appeler pour avoir une optimisation de l'action à mettre en place? Alors nous, chez Smartbox, on n'a pas vocation à faire un accompagnement comme peuvent le faire des agences spécialisées, puisque vous avez des personnes dont c'est le métier, justement, la création de règlements, l'accompagnement à la mise en place de challenge. Nous, on est là sur de la dotation. Donc, on va apporter la dotation qui va donner envie aux personnes de passer à l'acte d'achat de votre produit, à justement aller chercher les objectifs définis dans le challenge ou l'incentive qui a été mis en place. Donc nous, on n'a pas cette vocation-là. Par contre, on peut conseiller, effectivement, orienter les personnes qui veulent mettre en place ce type d'opération et les alerter en fonction de la typologie d'opération sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut moins bien faire, et s'il faut conseiller effectivement d'aller chercher ces agents spécialisés. Oui, alors je te parlais du conseil, mais ça ne touche pas que le conseil fiscal. Parce que votre catalogue de produits chez Smartbox, il est relativement large. Tu en donnais quelques exemples tout à l'heure. Mais ça peut être aussi un conseil. Je veux aller incentiver, je sais pas moi, un gestionnaire de patrimoine qui m'envoie des dossiers de certains calibres. Peut-être que là, c'est l'expérience des ventes qui fait que tu vas dire, prends plutôt, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais un séjour insolite, un séjour bien-être, plutôt que d'aller sur quelque chose qu'il a l'habitude de faire, un repas ou un gastro. Bien sûr, nous on va orienter. Notre panel, justement, est suffisamment large. On en parlait en tout début d'interview. Donc, on a 15 000 partenaires en France. On a un éventail de prix qui est extrêmement large. Les univers aussi sont extrêmement variés. Donc, on peut vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. Et c'est du 100% émotionnel. Donc, c'est extrêmement impactant. Donc nous, on va être là en fonction de la personne, du budget, de ce qu'elle recherche. On va l'orienter sur les expériences qui sont les plus impactantes. Et toujours avec ce souci d'aller correspondre vraiment et de répondre aux problématiques de nos clients, et même d'aller jusqu'à la personnalisation d'offres 100% personnalisées pour certains de nos clients. Oui, si je veux mettre en place une campagne spécifique vers les agents immobiliers de mon secteur, par exemple, je viens te voir, je dis voilà ce que je voudrais faire, j'ai tel budget à peu près, je pense qu'il pourrait faire ça, voilà, est-ce que vous pouvez me faire une perso, soit sur le coffret ou une jaquette supplémentaire ou un emballage particulier, etc. C'est ça on peut faire de la personnalisation, qu'on est sur du physique, on fait de la personnalisation de fourreaux, effectivement. Donc on va co-créer avec le client le visuel. On peut faire
de la personnalisation aussi, de la création de box sur mesure. Donc on va se mettre d'accord sur une typologie d'expérience, un lieu géographique, un point prix, et puis on va créer, on va aller en gros faire notre tambouille dans notre catalogue d'expériences, on va créer une solution uniquement pour notre client. Ouais, exactement. Et donc on peut le faire de manière digitale ou de manière complètement donne-moi physique. Un petit peu plus sur la partie digitale, la dématérialisation. Alors j'ai souvent beaucoup de confrères, même moi au début, qui disaient bah ouais, mais ça n'a pas la même valeur. Dans un coffret, je vais voir la personne, je lui remets. Alors sauf si bien évidemment je dépersonnalise là en l'envoyant par la poste, mais si jamais j'ai cet acte commercial qui est fort, dans la partie digitale, c'est quoi ton retour d'expérience par rapport à ça? C'est les gens le reçoivent aussi de la même façon par un mail, ou est-ce que les gens le reçoivent par un mail? Alors oui, c'est sûr que l'impact, encore une fois, on va parler d'émotion, mais l'impact de donner en main propre un coffret, qui plus est personnalisé, justement à un apporteur d'affaires ou autre, va être beaucoup plus important et beaucoup plus gratifiant que de recevoir un mail dans une boîte mail, même personnelle ou professionnelle. Donc ça, c'est certain. Pour autant, après, il faut bien qu'on soit sur les différents besoins des entreprises. Vous en avez qui ont effectivement besoin d'envoyer à des gens partout en France. Et aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir faire ça par la poste. Donc, le mail est quelque chose de très simple. Nous, on peut venir s'adapter. Donc, soit on a nos propres templates de mail, soit on vient juste donner les numéros de voucher et la personne peut avoir créé son template qu'il aura personnalisé et il vient mettre nos numéros dans son template pour les envoyer. Donc, on peut vraiment fonctionner de manière très variée et on s'adapte complètement aux besoins de nos clients. Super, bah écoute, merci de nous avoir répondu et éclairé sur pas mal de sujets. Si tu avais, j'aime bien finir toujours mes passages de cette façon-là, si tu avais un courtier, banquier aussi, mais plutôt le courtier qui vient te voir demain parce que tu es partenaire de la Fédération du courtage en crédit et qui te dit, ben voilà, Christophe, j'ai entendu votre interview, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des conseils un peu spécifiques que tu pourrais lui donner vraiment, des trucs, alors pas les trucs qui marchent, on n'est pas là pour délivrer les secrets de famille, mais quelque chose auquel il doit vraiment faire attention. Par exemple, si j'ai un courtier qui a plusieurs mandataires avec lui, est-ce qu'il faut aussi s'assurer que c'est bien vu par l'ensemble des mandataires pour avoir préalablement au moins déjà un esprit d'équipe sur cette opération, sur ce challenge, tu vois, des choses comme ça? Déjà, pour qu'une opération, quelle qu'elle soit impactante, il faut déjà qu'elle soit claire, donc clairement définie. Il faut s'assurer aussi que la dotation qu'on va donner soit attrayante et corresponde à la personne en face. Donc ça, c'est hyper important parce que si jamais la dotation fait flop, la personne n'aura pas envie de se dépasser. Donc c'est très important. Et puis derrière, il faut faire très attention à tout ce qu'on a parlé là durant ces 20 minutes. Donc à savoir toute la partie fiscale, à qui on donne, combien on donne, sur combien de temps, pour être sûr de bien être carré sur la réglementation fiscale de votre opération. Alors, je parle sous ton couvert. On a oublié de préciser quelque chose, me semble-t-il, tout à l'heure, quand on parlait d'actions, les 4 actions annuelles ou une action annuelle unique. J'attire l'attention des gens. Cette action doit se terminer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proroger automatiquement et systématiquement l'action. Il faut qu'on clôture cette action et qu'on en recrée une autre éventuellement l'année prochaine. Ça paraît important, peut-être bête à dire, mais c'est important, pardon. C'est effectivement ce qui va définir une opération d'incentive d'une relation contractuelle qui peut durer, qui est indéterminée dans le temps. Donc un incentive commence à une date, se termine à une date, et puis à ce moment-là, à la fin, vous donnez la dotation. Donc si vous commencez à rémunérer sans arrêt une personne, on tombe dans ce qu'on parlait, cette récurrence et donc ce changement de régime.
D'où l'importance aussi de bien calibrer les actions d'incentive, les challenges, le règlement qui va avec par rapport à ça, puisque il faudrait pas que ça amène à déborder et de faire d'un exercice civil sur un autre, ou alors on diffère sur l'exercice civil suivant. On créerait aujourd'hui quelque chose, on le différerait sur l'exercice, quitte à reprendre en référentiel de base des actions qui ont été commencer à initier, mais dont le débouclage et les objets de récompense seront sur l'exercice civil concerné. Tout à fait. Merci beaucoup Christophe. Je rappelle, comme je le disais il y a quelques instants, Smartbox est partenaire de la Fédération du courtage en crédit. Vous pouvez donc retrouver tes coordonnées sur notre site internet. Et puis, on te retrouvera aussi à l'occasion de quelques événements qu'on va réaliser ensemble au cours de l'année 2026. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission des Fans du Crédit. Fans de Crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.